Nouvelle destination, la Mongolie. Je ne peux pas m'empêcher de regarder en arrière. Ce transsibérien prend son temps. L'étape est de 1000 km et nous roulons depuis plus de 12 heures. Terrible train. Tu m'encourages au regret. La Russie me manque déjà. Plus de neige, mon ami, mais ne t'y trompe pas. Il fait trop froid, il fait trop sec et il y a trop de vent, alors pas de neige. Ceci dit, si je veux revenir avec mes oreilles, je n'enlèverai pas ma chapka. Ils ont beau être droits, les poteaux électriques font de leur mieux, mais ils ne remplaceront pas ces forêts de bouleaux qui m'ont accompagné pendant toute la traversée de la Grande Russie. Le temps passe au rythme des rails. Il y en a eu 45, je crois. Au début, je les comptais, et puis après, ces arrêts. Je suis tellement pressée de quitter ou de rejoindre. Comment reprendre le temps de vivre? Eh bien, en Russie, par le train. Ceci dit, ces arrêts sont nécessaires pour Micheline. Elle boit beaucoup, et beaucoup d'eau. Cette femme vit ici, à Guzynouzyorsk. Le train est le seul moyen de transport efficace et bon marché en Russie. Guzynouzyorsk, ça sonne un peu comme New York. Toujours la même image. L'eau est un solvant. Elle lave de toutes les pollutions. C'est bien connu. Mais a-t-on demandé l'avis des poissons? Depuis un moment, nous longeons un lac. Et ce lac n'a pas de nom. Il sera donc pour moi le lac de Guzynouzyorsk. Naochki, avec l'accent Naochki. Toute cette procédure va durer 8 heures. Je vous fais grâce des minutes. Nous sommes au poste frontière, contrôle de papier, vérification d'usage. Tout va y passer. Tous sur le quai, nous ne rêvons que d'une chose. De vitesse. Sauf moi, peut-être. C'est à ce moment-là très précis que notre compagnon mongol nous a déclaré « Mongol ». Elle court, la Selanga, le fleuve qui pose tant de problèmes au lac Baïkal. Elle semble tellement inoffensive, tellement sauvage, mais ne vous y fiez pas, c'est une eau qui tue. Riche naturellement en uranium, on y ajoute les pollutions industrielles et aujourd'hui le mercure, ça fait beaucoup. Vite, vite, bientôt, Ulaanbaatar. Nous sommes sur la place centrale de Soukh-Baatar, la place du Parlement. Ici, rivalisent les petits immeubles de l'ère soviétique avec les nouveaux buildings de la nouvelle Mongolie. Tout est propre et bien rangé. Nous sommes dans le cœur de la cité sous l'œil féroce de l'océanique, Gengis Khan. Je suis accompagnée par Tufshin. Tufshin en mongol, ça veut dire bonheur de vivre. Elle va me dire, le peuple de Mongolie respecte beaucoup le Gengis Khan. Le Gengis Khan. Parce que le Gengis Khan a offert la terre à ses ancêtres. Et les ancêtres sont très respectés en Mongolie. Les ancêtres aujourd'hui, ils traînent à pied dans les rues d'Ulaanbaatar.
Que sont-ils devenus, ces beaux cavaliers de la steppe? Nous sommes très exactement à la marge, sur la ceinture, à la frontière de Ulaanbaatar City et du district des Yourtes. Un fossé sépare la ville moderne des quartiers du Moyen Âge. Ce fossé récupère les eaux usées et les déchets, poubelles à ciel ouvert. Tufchin va avoir beaucoup de mal à se livrer. Ces hommes, comme la tradition le veut, sont allés chercher l'eau au kiosque, 5 litres par famille par jour, alors qu'à Ulaanbaatar, l'eau de robinet coule à flot. Même si bonheur de vie n'y tient pas, nous entrons dans le district. Cet homme nous dira à mots couverts de cacher la caméra. Les autorités ne veulent pas que l'on filme les kiosques à eau. Il se séparera de nous pour éviter les représailles. Derrière cette petite fenêtre, un employé de la compagnie Uzug. L'eau vient par camion-citerne du cœur de la ville et est stockée dans ces kiosques insalubres. Ici, chez les pauvres, l'eau coûte 1 togrouk. Et là-bas, au centre, chez les riches, 30 centimes. Comment ne pas se rapprocher de Dieu quand la vie est si injuste? Tufchin est allée prier en faisant 3 fois le tour de ce tas de cailloux. Elle espère un travail à l'Alliance française, et moi, je ne savais pas que j'étais le galop d'essai. C'est en 1991, au départ des Russes, que les Mongols des steppes, qui ont alors perdu leur métier et leur instinct nomade, sont venus s'entasser tout autour du cœur d'Ulaanbaatar. La vue est imprenable ici, sur Ulaanbaatar, près de ce tas de pierres, lieu chamanique de la bonne route, pour une bonne route qui s'est arrêtée là pour plus de 600 000 nomades. Avec la chute de l'URSS, l'économie de Mongolie s'effondre. Ulaanbaatar passe de 300 000 habitants à 1 million d'habitants, le tiers de la population mongole. Dieu retrouve ses temples et ses moines. À chaque tour de moulin, tu diras « Le joyau est dans le lotus ». Ça sonne comme un message de la résistance. Résister, c'est bien de cela dont il s'agit, avec une eau rare et impure, en gardant le souvenir de la Russie tant regrettée. Que vas-tu devenir, Ulaanbaatar? Que vont devenir tes enfants? Pour les chanceux, tu as construit de belles écoles. Pour les autres, il y a la rue. Et pour 72 d'entre eux, l'orphelinat Christina Noble. Un guerre-village, un village de yourtes, où les enfants retrouveront le monde des humains, une éducation, le respect d'eux-mêmes, de la vie et de l'eau. Rendre son humanité à l'enfant par l'eau, c'est presque pour eux renaître à la vie. De 4 à 16 ans, abandonnés, orphelins, ils retrouvent là une nouvelle famille, alors que d'autres, rendus à l'état sauvage, errent dans les rues de Ulaanbaatar. Fiers de leur nouvelle maison, et sachant que mon sujet portait sur l'eau, ils me conduisent dans les toilettes pour les petits.
institutrice et je n'ai pas lavé mon visage. Voilà, et l'institutrice. J'ai le sentiment d'être dans un monde à part. Sur la montagne, ces quartiers insalubres où règne la désolation, la pauvreté, l'insécurité, et ici, grâce à une femme, le pays des enfants heureux. Il y a encore tellement de places libres pour accueillir d'autres enfants. Oui, me répondra-t-on, mais nous n'avons pas encore assez de moyens pour nourrir ceux que nous avons. Et puis il y a les problèmes, ceux liés à l'eau. Tant que le sol est gelé, rien ne peut être fait. C'est ce puits qui alimente en eau tout l'orphelinat. Il faudrait le recreuser car il n'offre pas toujours une eau de qualité. Avant de les quitter, les orphelins ont souhaité me faire entendre leur musique. Demain, je quitterai Ulaanbaatar pour la steppe. La steppe, couverte par des champs de cellules voltaïques, peut-être un jour des champs de blé ou de fourrage, comme à l'époque bénie des soviétiques. Je suis sûre que ces chèvres cachemires qui détruisent le peu de terre arable les regrettent aussi. La steppe est cramoisie par le soleil, le vent, le gel. Il n'y a pas eu une goutte d'eau depuis 257 jours. Cette année, le printemps se fait attendre. Les bêtes sont faibles et amaigries. Les prédateurs, eux, guettent. Ce n'est qu'au matin que les vaches regagnent leur liberté. Les chevaux, les jambes longues, comme on dit ici, sont domestiques le matin au moment de la traite et le soir redeviennent sauvages. Mais eux, c'est pas pareil. Ils peuvent se défendre contre les loups. Ce n'est pas la qualité des pâturages, mais la présence de l'eau qui fait s'arrêter le nomade.